Bien, bonjour Thierry, ravi de vous retrouver sur le podcast. Donc, on va passer une grosse demi-heure ensemble. Bon, on va aller droit au but, hein. Déjà, pour commencer, vous pouvez vous présenter un peu votre parcours, voilà, qui vous êtes professionnellement. Oui, bien sûr. Bonjour tout le monde. Je pourrais évidemment prendre une présentation classique conventionnelle, dire, bon, j'ai commencé à 18 ans, école d'ingénieur. Après l'école d'ingénieur, quelques années, école de commerce. Et puis finalement, au cours du soir, un refresh, après 10, 15 ans de métier, cours du soir de nouveau, des études d'ingénieur civil. Donc, j'ai complété mon cursus. Mais là, on serait des milliers à être dans le cas. Ça a un peu d'intérêt. Ce qui me différencie, c'est plutôt mon implication dans la dimension soft skill. Donc l'habileté relationnelle, l'habileté humaine, pour faire de la gestion industrielle. Donc les outils que j'ai croisés sur la route, ça a été l'analyse transactionnelle, la PNL, l'énéagramme, la process-cognition. Ça me définit beaucoup mieux, c'est-à-dire réussir finalement en équipe. Tout ça pour pendant 15 ans apprendre le métier, diriger des sites industriels, mais c'est un long chemin, 15 ans d'apprentissage en tant que salarié et puis après ça, le grand saut, 20 ans en tant qu'entrepreneur. Donc aujourd'hui, je suis manager de transition et j'exerce ce métier dans des situations, on va dire, de tempête, hein, donc redresser la barre depuis 20 ans sur site industriel au cœur des équipes. Voilà mon métier. Alors, justement, c'est intéressant manager de transition. Alors, ce que je comprends, c'est que vous êtes surtout dans le domaine de l'industrie, hein, c'est bien ça, hein? Oui, c'est vrai, il y a 3 secteurs dans lesquels j'ai pu exercer et je me concentre là, où je peux avoir une valeur ajoutée. C'est principalement l'industrie agroalimentaire puisque je suis agronome au départ. Mais c'est aussi, l'industrie chimique et pharmaceutique dans une moindre mesure. On dirait D'accord, et la période où on fait appel à vous, c'est des périodes de crise, hein, de tempête comme vous disiez? oui, c'est ça, de tempête, donc souvent, en tout cas ces 10 dernières années, depuis que j'ai, je vais dire, suffisamment de métier, tout simplement par la pratique, hein. Il ne s'agit que de ça, c'est d'avoir accumulé beaucoup d'expériences pratiques. C'est ça la valeur ajoutée. Effectivement, ces 10 dernières années, j'interviens dans des situations donc temporaires, transitoires. On va dire de 6 mois à 12 mois selon la difficulté du Mmh. dossier. D'accord, et un point qui m'intéressait, c'est que c'est des situations d'urgence où il faut agir vite, et c'est pas seulement des compétences, parce que bon, beaucoup de personnes ont ces compétences de pilotage, de management, mais plus particulièrement, comme il faut agir vite, ça veut dire qu'il faut être aussi très méthodique. Oui, Et c'est un petit peu ça qui m'intéressait, plus spécifiquement aujourd'hui. oui. Alors, j'ai un visuel et je suis très classique à ce niveau-là. Bien sûr, en tant qu'ingénieur, je suis capable d'utiliser tous les écrans partagés, on le fait tous quotidiennement. Mais moi, j'aime beaucoup le visuel et je reste souvent, quand je travaille en intelligence collective, sur le classique flip chart. Donc ici, j'ai un petit support, parce que voici l'outil que je n'ai Mmh mh. absolument pas inventé, qui est le cycle de John Kotter, mais c'est l'outil méthodologique qui me sert le plus pour traverser les tempêtes. Donc, vous avez tous aujourd'hui entendu parler du fameux bouquin des pingouins Alerte sur la banquise, qui est une petite Ouais, fable ouais. qui résume ce cycle. Ça, c'est un petit teasing de sensibilisation. Quand on veut plonger plus dans la pratique et devenir un spécialiste de l'outil, bah, on se documente davantage. On peut même faire aujourd'hui des masterclass online avec Harvard. John Kotter est parti à la retraite, mais son outil va évidemment perdurer. C'est un outil qui a été développé sur 40 heures pratiques. Donc c'est avant tout un Mmh mh. outil empirique, mmh. Il vient effectivement d'une équipe académique, universitaire, mais c'est avant tout un outil empirique. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit finalement? Ben, il nous dit des choses très simples. Le cycle, c'est avant tout la prise de conscience. Pas la prise de conscience tout seul, non, la prise de conscience collective, en équipe. Quelle est la gravité? Quelle est l'urgence? Parce que s'il n'y a pas de prise de conscience, on n'aura évidemment jamais de mobilisation. Mmh mh. Deuxième étape, l'importance des premiers alliés.
Je ne crois pas du tout au sauveur, hein. Ça, c'est le triangle dramatique, le type qui débarque et qui va redresser tout seul une situation, utopie. Donc l'importance des premiers alliés. Si nous n'avons pas quelques alliés solides, les premiers convaincus, jamais on emmènera une dynamique globale d'entreprise vers une amélioration. Ça restera toujours l'utopie. Troisième étape, une vision très, très claire. Donc un diagnostic de départ, quelle est la problématique, quel est l'arbre des causes, quels sont les principaux leviers, où sont les premières priorités. Là, il est vraiment important d'avoir une vision claire. Je vais prendre une image parce que depuis une dizaine d'années, je fais de la voile, un peu plus qu'en amateur. Donc, je me suis offert un voilier, donc j'ai traversé parfois des océans, aller à l'autre bout du monde à la voile. Bien, ici, c'est la métaphore parfaitement adaptée pour redresser une situation en entreprise. Euh, si je n'ai pas une vision claire d'où je veux arriver, ça va jamais marcher. Je quitte Gibraltar, je veux traverser l'océan Atlantique. Mais si je n'ai pas choisi clairement où je veux arriver, ça peut être évidemment le Canada, la côte Est, ça peut être New York, ça peut être Panama, ça peut être Buenos Aires. C'est toujours traverser l'Atlantique. Et bon, bah, il se passe pas grand-chose. Mais il faut surtout une vision claire. Où sommes-nous et où voulons-nous aller? Pas de réussite du changement sans vision claire. Et sans vision claire, partagée. Je peux arriver, Mmh mh. discuter avec le chef d'entreprise, le fondateur, et dans un petit bureau à 2, 3 personnes, nous arrivons à nous comprendre. Nous avons une vision claire entre nous, mais si elle reste uniquement claire entre nous dans une petite équipe, on se compte sur les doigts de la main, c'est évidemment trop court pour réussir. Il nous Mmh faut la mh. communication habile de cette vision vers toutes les équipes, les users, les personnes concernées sur le terrain. Encore une fois, jamais de mobilisation large si on n'est pas capable de communiquer habilement notre vision avec le maximum de clarté et le maximum de concret possible. Étape 5. On imagine bien où nous sommes, parce que souvent on arrive tous là. Donc, on a construit une vision, on sait où on est, on sait où on veut arriver, on commence à la partager. Ok, c'est bien beau. Mais pour réussir, John Cotter nous dit, il faut donner l'envie de mouiller son maillot. C'est l'équipe qui arrive en finale de la Coupe du Monde. Hein, on imagine France-Argentine. Peu importe l'issue du match. Peu Voilà. importe l'issue du match. Ça se joue à Mmh pas mh mh. grand-chose parce qu'ils savent tous jouer au foot, évidemment. Et souvent, ce Mmh qui fait mh la mh. différence, c'est l'envie d'aller au bout, quoi. Mmh mh. Donc, sans donner l'envie, peu d'espoir. Mmh mh. Donc, tout l'art, moi j'adore John Cotter parce qu'il a écrit des bouquins énormes, impressionnants en nombre de pages. Mais il a aussi été capable, grâce à quelques pédagogues à côté de lui et des spécialistes de la communication, de simplifier le discours et d'avoir des jalons très très clairs. Une fois qu'on a donné l'envie d'avancer, c'est ce que nous disait Saint-Exupéry. Hein, si tu veux emmener des hommes sur la mer, donne-leur l'envie de prendre la mer avant de construire un bateau. Mmh mh mmh mh. Il nous faut évidemment des quick wins. Tout du long, les quick wins, c'est le carburant de la motivation. Sans quick win, on ne termine pas un marathon, c'est vrai à titre individuel. Hein, tous les jalons de tous les 5 kilomètres, le fanion qui annonce 25, 30, 35 kilomètres, c'est stimulant, mais c'est évidemment Mmh mh. encore plus vrai en dynamique d'équipe. Sans quick win, la motivation s'essouffle. On ne va jamais au bout de l'ultra trail, car un changement, une transformation, c'est quand même quelque chose de profond et qui va durer des mois. Mmh mh Prenons mmh un mh. exemple très clair dans l'informatique. Le déroulement d'un ERP SAP dans une multinationale, on est parti pour quelques années de chemin. Ça ne se fait pas en 2 coups de cuillère à peau. Jalon numéro 7. Sans consolider le succès, on restera toujours très fragile. C'est peine perdue. On a quelques petites victoires, on les célèbre un peu, mais on ne consolide rien.
on garde un géant au pied d'argile. Sans ancrer les acquis dans les bonnes pratiques, c'est-à-dire construire un socle, des fondations qui évoluent, on n'ira jamais au bout. C'est très vite la dérive. Et là, je prends souvent encore une fois une métaphore à la voile. Si j'apprends la voile et je commence à bien me débrouiller, je suis seul à bord. Après 12 heures de navigation, imaginons je fais le tour de la Corse. Après 12 heures de navigation, le soleil, le vent, la mer, je suis épuisé. Il devient difficile de continuer sans commettre une bêtise. Donc, il est important de pouvoir jeter l'ancre dans une crique, stabiliser un peu la situation, et puis relever l'ancre le lendemain matin et poursuivre mon périple. C'est hyper Mmh. important d'ancrer cette évolution dans les bonnes pratiques, dans la culture d'entreprise, d'en faire un socle durable. On sait tous aujourd'hui, ce n'est pas coulé dans le béton pour 20 ans. Hein, ce n'est plus vrai, ça. Ça, c'était les pratiques de nos grands-parents. On coulait du béton et on était stable pour 50 ans. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, il va falloir souvent relever l'ancre et poursuivre le mouvement. Mais il est important d'ancrer l'évolution. Pour moi, j'insiste beaucoup là-dessus, l'outil de John Kotter, c'est le fil rouge qui nous permet de réussir. C'est vraiment la méthodologie transversale qui balise le macroscopique. Bien sûr qu'il faut ajouter beaucoup d'autres petites méthodologies en complément, mais celle-ci nous donne tout le grand chemin. C'est le 1000 bornes, pour prendre un jeu de société. Ici, on a les jalons tous les 125 kilomètres. C'est vraiment ça, la méthodologie John Kotter. Une deuxième méthodologie qui me paraît mais vraiment intéressante dans la pratique, puisqu'on ne réussit jamais tout seul, aucun leader, même expérimenté, même dans un contexte bien connu depuis 30 ans, 35 ans, aucun leader ne réussit tout seul. On doit chaque jour, chaque semaine, faire appel à l'intelligence collective, évidemment. Et là, j'ai un deuxième petit flipchart très simple à partager. Un outil qui existe aussi depuis longtemps, les chapeaux d'Édouard de Bono. Donc, Édouard de Bono était un médecin, un spécialiste de la psychosociologie d'entreprise. Il a principalement vécu sur l'île de Malte. Déjà dans les années 80, il nous diagnostiquait ceci. Il dit ce qui est terriblement difficile quand on veut travailler en équipe sur un projet audacieux, c'est une double difficulté. Et pour lui, c'était limpide. La double difficulté, c'est d'une part arriver à synchroniser les états d'esprit, focus sur un même angle de vue au même moment, c'est-à-dire ne pas être en discordance, ne pas être asynchrone les uns par rapport aux autres. C'est essentiel. Pas vouloir avoir un type qui joue constructif alors que son collègue est dans l'émotion et joue négatif. Donc, l'importance de synchroniser les choses, les états d'esprit. Et la deuxième chose, l'importance d'assurer un panorama 360 degrés dans une analyse, une SWOT, quel que soit un Mmh. outil de diagnostic, une analyse de risque. Si on ne couvre pas le panorama 360 degrés, on loupe quelques arbres, on n'a pas la forêt dans son intégralité. Ici, ce qui est extraordinaire avec la méthode de 6 chapeaux de Bono, c'est qu'il nous donne encore une fois les grandes balises pour réussir l'intelligence collective. J'utilise le chapeau bleu. On imagine l'uniforme de police, chapeau bleu. Je pose un cadre clair. On fait un brainstorming, il va durer 1h30. J'ai réuni 6 experts pour leur complémentarité. Ils apportent des compétences distinctes et complémentaires. Si je définis clairement le scope du brainstorming, tout va être très vite clair pour tout le monde. Le cadre est clairement défini. On sait quelle est la question centrale de notre brainstorming. C'est le rôle du chapeau bleu. Poser le cadre, définir le contexte, être clair sur l'objectif. Et puis, nous avons une liberté totale sur la chronologie des différents chapeaux, qui vont nous aider d'une part à nous synchroniser, d'autre part à assurer un panorama 360. Moi, j'ai pour habitude, tout de suite après le chapeau bleu, de sortir le chapeau blanc.
Le chapeau blanc, ça veut dire on enfile tous au même moment le chapeau blanc et pendant quelques minutes, on est sur une approche purement factuelle. Y a-t-il des datas? Dispose-t-on d'informations objectives? Si on fait un benchmark par rapport à nos concurrents, a-t-on des sources fiables? On est dans les faits. Et pendant 10-15 minutes, on rassemble des faits. Où sont nos forces objectives? Où sont nos faiblesses objectives? Quels sont les atouts de nos concurrents? Quelles sont nos failles? Où sont nos opportunités? Mais on cherche bien à être dans le factuel, donc dans l'objectivité. Une fois que c'est clair et généralement la dimension chapeau blanc factuel est assez facile, on peut chercher à avancer. J'ai pour habitude, moi, de mettre tout de suite après dans la chronologie le chapeau rouge. Le chapeau rouge, il nous donne la possibilité de mettre sur la table toute la pollution émotionnelle. Donc on distingue clairement le blanc, où on dit tout dans les faits. Ici, nous sommes dans les émotions, dans les ressentis, dans les craintes, les peurs, les freins. Et là, clairement, j'utilise beaucoup aussi ça en tant que médiateur, qui est un de mes métiers complémentaires, inviter l'équipe à mettre les craintes, les peurs, les émotions, parfois les colères quand on est en situation difficile, les poser sur la table, à les partager. Pourquoi? Pour relâcher les tensions dans le ballon. Une fois que les émotions sont posées, on se sent plus léger, nous sommes dépollués, mais aussi pour alléger le poids du sac à dos. Imaginons qu'on part en trek, qu'on va traverser la Mauritanie de l'extrême nord jusqu'à l'extrême sud vers Tombouctou au Mali. On va marcher des semaines avec des chameliers. Si nous portons tous des sacs à dos terriblement lourds, le trek dans le désert, dans le sable fin, ça va être très très pénible. Si nous parvenons à alléger le poids de nos sacs à dos, autrement dit, si on met la charge sur le dos du dromadaire et si on marche léger, le chemin est beaucoup plus facile. C'est l'importance du chapeau rouge, c'est de dépolluer et d'alléger le poids du sac à dos. On poursuit notre méthodologie, on change d'angle de vue, on arrive au chapeau noir. Le chapeau noir, c'est l'angle de vue pessimiste, c'est le défaitiste. Ça peut nous arriver tous, parfois, même si je suis plutôt, moi, de nature optimiste constructive, il peut m'arriver de sombrer temporairement dans du pessimisme et de devenir très critique, très sombre, un peu défaitiste. Je crois que ça nous arrive tous. C'est le but du chapeau noir, c'est de mettre les cailloux dans la chaussure, on veut s'en débarrasser. Pour poursuivre le trek, évidemment, il est beaucoup plus facile de marcher sans le caillou dans la chaussure. C'est le but du chapeau noir, c'est le jalon qui dit tout ce qui est négatif, il faut qu'on en parle, mais c'est maintenant qu'on le pose dans l'intelligence collective. On le met au centre du débat maintenant. Donc, après avoir balisé les faits, après avoir dépollué les émotions, après avoir mis au centre de la table tout ce qui peut être des points noirs, on peut passer à autre chose. Et là, on peut passer au chapeau jaune. Le chapeau jaune, c'est l'autre dimension, c'est le soleil, c'est le côté positif de la vie. Donc, quand je dis chapeau jaune, c'est donnez-moi nos atouts, donnez-moi nos forces, voyons où sont les opportunités. Donc, c'est tout le côté positif des choses. En suivant cette méthodologie, donc j'emmène le groupe de façon simple vers un panorama. Nous aurons bien couvert toute la vue de la problématique et nous serons chaque fois restés, au mieux du possible, synchronisés dans un même état d'esprit. Une fois que nous avons parlé de nos points noirs, mais aussi de nos rayons de soleil, on peut passer par exemple à la dimension atypique, anticonformiste, innovation, thinking out of the box. Donc, oser sortir un peu du conventionnel. C'est par exemple le traditionnel scénario Walt Disney, c'est une méthode bien connue en intelligence collective. Hein. Rêvons un peu. Si j'avais une baguette magique, je pourrais peut-être aborder mon ERP différemment. Je pourrais peut-être alléger beaucoup de customizing et je pourrais probablement le rendre plus agile pour tout le monde. Avec un peu de baguette magique, on peut y croire. C'est un jalon hyper important. On aurait pu
sortir le chapeau vert plus tôt dans le processus. Moi, ce que je partage ici, après des années de pratique sur la méthodologie, c'est que j'ai pu observer dans des dizaines de groupes de travail et dans des quelques dizaines de grandes entreprises que cette chronologie des chapeaux, elle est plutôt la mienne, celle que j'ai testée et qui me paraît la plus judicieuse, parce que Édouard de Bono, l'expert de l'outil, n'a jamais imposé une chronologie. Il dit la chronologie, elle est libre, on la laisse à l'intelligence collective, on est suffisamment futé en équipe pour choisir la bonne séquence de chapeaux. Ce que je partage ici, c'est que moi, généralement, j'ai pu, avec ma personnalité, avec ma façon d'amener une dynamique d'équipe, j'ai généralement eu davantage de réussite en les balisant dans cet ordre chronologique. Et bien sûr, on termine toujours par le chapeau bleu, l'uniforme de police symbolique, pour tirer une conclusion. Ça fait 1h30 que nous sommes à 6, à 7 dans un gros brainstorming. So what? Hein, on atterrit avec quoi? Mmh. Et dans une shortlist, on a 3, 4, un plan d'action, quelques bullet points, diraient les Américains, et on se dit, ce qu'on en retire, c'est priorité 1, priorité 2, priorité 3, court terme, moyen terme, long terme. Donc le chapeau bleu, c'est le seul chapeau qu'on utilisera 2 fois dans le cycle. Au tout début, cadrer la thématique et tout à la fin pour tirer une conclusion. Voilà un peu les 2 grandes méthodologies, pour n'en citer que 2, que j'ai beaucoup utilisées, on va dire 10, 15 dernières années. L'auteur, je ne le connaissais pas avant 2012. Je l'ai découvert personnellement, je parle en détail, en profondeur. J'avais déjà entendu parler de John Kotter quand on fait du changement, mais depuis 2012, je maîtrise son outil. Édouard de Bono, j'avais eu la chance de découvrir ça un peu plus tôt, donc on pourrait dire que j'ai 10, 15 ans de pratique quotidienne sur ces 2 grands outils. Ce sont les 2 outils que je souhaitais partager ici dans notre petit podcast pendant une demi-heure. Bien sûr, sur ces 2 grands outils qui nous donnent les grandes balises, on peut ajouter une multitude d'autres outils méthodologiques. Exemple, un arbre des causes, une analyse Ishikawa, euh, une analyse de risque avec une méthode AMDEC. Les outils sont multiples, mais ici nous en avons 2 qui nous donnent les grands jalons. Ce que je trouve intéressant, c'est que souvent ce qu'on entend ce type de gestion de crise, hein, de redressement, et ça va être des approches plus chiffrées, financières, éventuellement licenciements et couper des coûts, voilà, des choses comme ça. Je trouve intéressant parce que c'est, pour employer des grands mots, hein, c'est plus humain finalement, c'est embarquer les gens, dans la méthode de Kotter, en fait, c'est vraiment centré sur les gens. Après, j'imagine qu'il y a aussi tout l'aspect financier et cetera quoi, hein, mais des aspects Oui, plus techniques. oui. Hier, sur l'après-midi, sur LinkedIn, il y avait un expert, c'est vraiment un expert de niveau mondial, un type qui est Mmh mh. localisé aux Pays-Bas. Jeroen, c'est un confrère, c'est un type que j'ai croisé 10, 15 fois dans ma vie, mais c'est un type qui a une réputation vraiment de niveau international. Il est très, très solide, il intervient à des tarifs particulièrement élevés, parce Mmh. qu'il a une très solide valeur ajoutée et il faisait un petit refresh. Il reprenait le cycle de John Kotter et puis il apportait sa petite touche dans le post hier. Je Mmh. peux bien sûr fournir le lien vers ce post. Ce post était vraiment intéressant parce que c'était encore un autre angle de vue. Le type disait: «La difficulté, ce n'est évidemment pas de connaître le cycle avec les 8 étapes. La difficulté, Mmh c'est mh. d'emmener les équipes jusqu'au bout du cycle, hein. Mmh mh, mmh Tout mh. se joue là». Alors bien sûr, quand on parle de redressement, sur les 20 dernières années, je ne fais que ça. Il y a eu 10% des dossiers, donc moi j'ai piloté 23, 24 grosses missions, hein, en l'espace de Mmh 20 mh. ans, donc c'est des missions de 9, 12 mois. Mmh. Il y a eu 10% des cas où ça passe par quelque chose de drastique. Une Mmh. procédure de réorganisation judiciaire, un plan de licenciement, la loi Renault et cetera, puisqu'il y a eu une conséquence en Belgique, ici sur le territoire belge, on a connu, la fermeture d'un gros site industriel automobile Renault il y a 20, 30 ans. On en a fait une Ouais, loi. ouais.
qui balise donc les principes de licenciement collectif, ben, soyons très clairs, ça existe cela. Mais ça, c'est dix Mmh, pour mmh cent mh. des dossiers, heureusement. Alors, D'accord, ouais. la question sur le balisage des indicateurs, des KPI financiers, oui, bien sûr, les KPI financiers, le tableau de bord financier, il est indispensable, hein. On le partage en comité de direction, chaque semaine et bien Mmh sûr, mh. on remonte vers les actionnaires, quand on est en situation de tempête particulièrement, on remonte vers les actionnaires une vue mensuelle consolidée des 5 ou des 10 gros indicateurs. C'est indispensable. Mais Mmh pour mh. moi, la réussite ne s'appuie pas sur les indicateurs. Les indicateurs, ils sont importants. Il faut les choisir ensemble, avec cohérence, avec pertinence. Et puis, il faut les piloter. Il faut qu'ils Ouais, soient ouais. mais la réussite, c'est la capacité d'emmener l'intelligence collective pour avoir le fruit maximum, d'une part, la richesse intellectuelle, pas d'un seul gars, mais de toute une équipe, dans les complémentarités, et d'autre part, emmener la motivation, l'implication jusqu'au bout du chemin. C'est traverser Mmh mh. l'Atlantique, mais c'est y arriver tous de l'autre côté. Si je perds la moitié des matelots pendant la traversée, c'est pas une transformation réussie. Non, non, c'est intéressant. J'avais jamais entendu exprimer, de cette manière. En général, on entend effectivement, de la gestion pure, quoi. Embarquer les équipes, mobiliser les gens, et cetera. C'est moins quelque peut-être que sur la réalité ça se fait, mais en tout cas, on en parle moins. On en parle parfois moins, quoique on voit quand même, il y a vraiment une évolution. Donc moi, Mmh. je travaille depuis 36 ans. Je suis sorti d'école d'ingénieur, je suis allé à l'école d'officier par obligation, service militaire. On m'a appris le leadership, on va dire, militaire de l'époque, plutôt vertical, plutôt directif. Efficace, mais plutôt directif. Heu, il y a 35 ans, la dimension hard skills, les compétences dures métiers, ben, on était bon comme ingénieur, on comprenait la gestion financière et on restait fort ancré sur la version dure des compétences. On voit Mmh quand mh, même mmh qu'en mh. 30-35 ans, on est de plus en plus sur un besoin, et les chasseurs de tête insistent beaucoup là-dessus, de soft skills, d'habileté humaine, d'intelligence émotionnelle. Voilà, Daniel Goleman, ben, c'est un héritage de l'analyse transactionnelle, c'est un héritage du triangle dramatique. Daniel Goleman est Mmh. arrivé, mais ça fait quand même 30 ans qu'on nous parle au goutte à goutte et de plus en plus d'intelligence émotionnelle. Pour moi, aujourd'hui, on ne gère plus du tout un site industriel comme quand j'ai commencé ma carrière, il y a 35 ans. Il y a Ouais. 35 ans, on faisait 90 de sciences dures, donc l'ingénieur, il faisait des Mmh. maths, en gros, hein, je caricature un peu, et il faisait un tout petit peu d'humain de temps en temps, hein, mais Les il n'était pas un expert de l'humain. Ouais, mais Aujourd'hui, quand j'étais en moi école d'ingé, je pense pardon? aujourd'hui que pour réussir, il faut devenir des Mmh mh. experts de l'humain Ouais. et c'est quand même un long chemin d'apprentissage parce que Mmh on ne mh. devient pas un expert de l'habileté humaine en 2 journées de formation, hein. Ouais, ouais, On le ouais. sait tous. C'est un parcours de vie, c'est peut-être ce qui justifie et on peut rebondir vers cet élément-là du métier aujourd'hui. À 58, bientôt 59 ans, j'aime beaucoup transmettre et donc maintenant je vais vers du mentorat. Mmh mh. Beh, ce qui est extraordinaire, si je travaille en binôme avec un jeune directeur de site, un type qui est brillant, qui a 35-38 ans, qui est donc un profil médiocre. Ce n'est pas un junior débutant, hein. Il a Mmh déjà mh. 10-15 ans de métier. Il n'est pas arrivé, directeur de site, pour ses beaux yeux. Il est déjà solide. Mais le gars, il a encore peut-être des choses à ajouter à son profil. Il peut gagner en sérénité. Il peut gagner en habileté relationnelle. Tout simplement, on peut partager cela, pas parce qu'on est plus malin que lui, non, juste parce qu'on a 20 ans de pratique en plus et Mmh donc mh. c'est extraordinaire de travailler en binôme
et de travailler par le mentoring. Je ne parle pas de coaching. Pour moi, être coach, c'est une certification internationale, hein. Je ne parle pas du coach dans le milieu sportif. Je parle du Mmh. coaching d'entreprise. Pour moi, ce sont des outils de développement personnel, et cetera. C'est une méthodologie spécifique, le coaching. Ce n'est pas du tout mon métier. Moi, je suis Ouais. aujourd'hui plutôt dans la pratique du mentoring. Donc, je travaille en binôme avec un type qui a juste 20 ans de moins. Il est très, très bon, mais il n'a pas encore fait tout le chemin. Le mais, c'est juste ça. Qu'est-ce que j'ai de plus que lui? 20 ans de plus de pratique humaine. C'est tout. Je ne suis pas plus malin que lui. Mmh, mmh J'ai mh. juste bourlingué plus que lui. Et là, on peut partager en mentoring énormément et se dire, tiens, là, en termes de risque, tu vois, l'habileté humaine, c'est important. Pour communiquer en conseil d'entreprise avec les organisations syndicales, j'attirerai ton attention sur ce point-là, tu vois. Pense à John Kotter. Il suffit pas qu'on ait une vision, nous, dans un bureau top management. Il faut aussi que la vision soit partagée avec tous sur le terrain. D'où l'importance d'outils méthodologiques, mais surtout l'habileté pour le partager avec tous. Mmh. Oui, je trouve ça très très intéressant d'aller au-delà des compétences techniques et enfin, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, hein, mais c'est d'aller sur les compétences humaines, hein, là. Quand j'étais en école d'ingé, c'était regardé d'un petit peu haut, on parlait des sciences molles, hein, par rapport aux sciences dures. Ouais, Tout ce qui mais est c'est ça. marketing, management, et cetera. Alors qu'on voit qu'aujourd'hui, les sciences dures, bon, si on a une tête bien faite, en gros, on les maîtrise, hein. C'est beaucoup plus compliqué, tout ce qui va être, émotion, psychologie, comment embarquer une équipe, ça s'apprend pas, un peu dans les livres, mais beaucoup sur le terrain. Oui, tout à fait. Heu, je vois que je vais simplement juste, ajouter de l'énergie électrique sur notre PC pour ne pas qu'il nous joue un petit tour. Toutes mes excuses. Tout va bien. Oui, je vous rejoins. Je pense que dans 90 des entreprises, le métier n'est pas vraiment de le rocket science. Mmh. Tout le Mmh monde mh, ne va mmh pas mh, sur mmh. Mars. On Mmh n'est mh. pas tous dans l'industrie médicale de très, très haut niveau ou tous dans l'aéronautique avec du Six Sigma. Moi, personnellement, en tant qu'ingénieur, j'utilise parfois la méthode Lean Management Six Sigma. Mais je dirais que Mmh j'en mh, ai mmh. vraiment besoin dans 10 de mes dossiers. Dans Mmh 80 mh, mmh. 90 des dossiers, il ne s'agit pas de challenge technique ou intellectuel. Il s'agit Ouais. beaucoup plus effectivement d'une mobilisation humaine. Et cette proportion-là, elle a beaucoup changé en 30 ans. On pourrait dire, en prenant Pareto, ce qui était 20-80 aurait peut-être tendance parfois à devenir 80-20. L'habileté Ouais, ouais. humaine est souvent plus importante, surtout en contexte de tempête, parce que tempête veut dire peur, veut dire résistance au changement, etc. Donc la dimension humaine est d'autant plus nécessaire en situation de tempête, dans le monde VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu. Je pense qu'on arrive à comprendre dans c'est quel type de contexte, dans lesquels vous intervenez? Ça va être des crises financières, ça des crises en basculement de marché? Prenons un exemple très simple. Une entreprise industrielle existe depuis 20 ans. Elle avait un ancien site un peu dépassé techniquement déjà, et elle se dit, Mmh. on va investir, on va construire un tout nouveau site. Ils investissent beaucoup d'argent à l'échelle de l'entreprise, une entreprise de 300 personnes, 400 personnes. Ils investissent beaucoup Mmh. d'argent, ils ont un magnifique site. Et puis tout de suite après l'emménagement sur le nouveau site, ils perdent deux énormes clients, chute de 25 des volumes de vente. Mais là, ils se retrouvent dans une situation très difficile. Parce que Oui, bien oui. sûr, il faut payer la nouvelle usine. Usine veut dire bâtiment, plus outils industriels, plus tout le reste. Donc, il faut rembourser les banques pendant 20 ans, bien sûr. Mais on a perdu 25 du chiffre d'affaires. Ben, ça, c'est un cas typique. Un autre cas, c'est juste une révolution technologique. On le voit tous aujourd'hui avec le numérique, avec le digital.
des métiers qui hier étaient particulièrement rentables et qui aujourd'hui sont dans une tempête parce que la technologie évolue très, très vite. Donc Ouais, bah, moi j'ai vu. les causes sont multiples, hein. D'accord, ouais, ouais, je vois. Moi, je suis basé en région lyonnaise, tout ce qui est autour de la plasturgie, par exemple, soit parce que c'est lié à l'automobile, soit parce qu'il y a des réglementations liées au plastique, qui évoluent. Il y a, par exemple, dans l'alimentaire, ça va être de plus en plus interdit et il y a des entreprises qui probablement n'arriveront pas à faire la bascule, quoi. C'est exactement ça. Surtout que le cycle du changement va de plus en plus vite aussi, hein. Oui, Donc oui. les changements sont plus brutaux Mmh, en ampleur, mais aussi en termes de cycle, en termes de rapidité de changement, hein. ouais, ouais. Ça va de plus en plus vite, hein. OK, du coup, ouais, je comprends mieux dans quel, type de situation vous intervenez. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on n'a pas évoqué, qui vous paraîtrait important d'ajouter comme takeaway, pour, les auditeurs? Oui, moi, ce que je voudrais juste pour conclure, c'est de résumer en disant, les 2 outils partagés, le cycle de John Kotter ou, les Mmh. méthodes des chapeaux de Bono, ce sont des outils, mais qui sont terriblement puissants dans des dimensions humaines intermédiaires, en tout cas. Donc je ne parle pas de la PME de moins de 50 personnes. Je n'ai pas beaucoup pratiqué dans des toutes petites entreprises, mais dès qu'on a une centaine de personnes et jusqu'à 500 ou 1000 personnes sur un site, on a là les outils qui nous donnent vraiment les réponses à nos besoins. Je n'ai Mmh. jamais dirigé un site de 100 000 personnes, donc je ne pourrais pas en parler. Mais sur la Mmh. dimension entre 100 et 1000 personnes, là, on a les outils, c'est-à-dire le tissu économique classique, qui structure un pays en Europe aujourd'hui. Oui, 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 OK. Et ben, en tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous. Ravi d'avoir pu échanger et effectivement, c'était très intéressant d'entendre une approche que j'avais pas l'habitude d'entendre. Voilà, une touche juste différente, mais je pense pas non plus qu'elle soit unique. Je le fais avec ma passion, avec mon style, mais je pense vraiment pas être le seul dans cette approche. Je crois que cette approche se multiplie, de plus en plus. À certains égards, j'espère, oui. À nouveau, merci beaucoup et Merci à puis vous, à à bientôt. Au revoir. bonne journée à tous.